Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à une nouvelle édition de Direct. On va passer en revue les dernières nouvelles locales. Et on commence avec un communiqué de la part du ministère de l'Intérieur, un communiqué très important qui a été attendu par le peuple égyptien, où le ministère a fait des efforts pour protéger le pays des stratagèmes criminels que des entités hostiles encouragent, en particulier l'organisation terroriste des Frères, et qui vise à compromettre la sécurité du pays par la promotion de rumeurs et de fausses nouvelles dans le but de semer la confusion parmi les citoyens et déformer l'image des institutions de l'État devant l'opinion publique. À la lumière de ce qui a été observé récemment par des médias affiliés à l'organisation, faisant promotion d'une conversation téléphonique entre une personne prétendant être le général de division Farouk Al-Qadi avec une femme s'appelant Mirvat Mohammed qui prétendait être conseillère à la présidence de la République. Al-Qadi, par l'intermédiaire de ses nombreuses relations avec des fonctionnaires de l'État, lui a facilité, ainsi qu'à un certain nombre de ses collaborateurs, l'obtention de contrats pour la mise en œuvre d'un certain nombre de grands projets établis par l'État dans divers domaines, dans le but de réaliser un profit financier pour cette femme. Le secteur de la sécurité nationale a pu découvrir les circonstances de la conversation téléphonique susmentionnée et arrêter les personnes qui ont fait cette conversation téléphonique, indiquant qu'il s'agit de Hanafi Abdelrazak As-Sayed Mohammed, âgé de 61 ans, chômeur, résident au Caire, qui a enregistré un risque de fraude et avait déjà été accusé et condamné au nombre de 22 affaires diverses, alors que la femme Mirvat Mohammed Ali, âgée de 52 ans, titulaire d'une licence en droit résidente à Alexandrie. Les enquêtes ont découvert que ces personnes figurent parmi les éléments qui adoptent la tromperie et la fraude pour réaliser un profit matériel. Passons à un autre sujet, il s'agit de l'Égypte qui a accueilli mercredi la 14e conférence générale de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ou l'ICESCO, qui s'est tenue sous les auspices du président de la République, Abdel Fattah al-Sisi, avec la participation de 49 des 51 États membres de l'organisation. Les séances de la journée de clôture ont été marquées par de riches discussions, tant sur l'avenir de l'éducation et de l'enseignement que sur l'importance d'investir dans les sciences spatiales. Le président de la conférence générale de l'ICESCO a exprimé ses sincères remerciements et sa gratitude aux participants et en se félicitant du succès tangible réalisé au cours des 2 jours de travail intense. Saliha Mediara Choucha nous donne les détails. La 14e conférence générale de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ICESCO, a terminé ses travaux jeudi. Les chefs de délégation participants ont salué à travers leurs allocutions les efforts de l'ICESCO pour répondre aux besoins des États membres dans le domaine de l'éducation, des sciences et de la culture, de même que ses succès en matière de coordination, de coopération de développement, d'innovation et d'échange de connaissances et d'expériences. Un nombre de résolutions importantes ont été adoptées, notamment celles ayant trait au rapport du Conseil exécutif sur les travaux entre les 13e et 14e sessions de la conférence générale, au rapport de l'ICESCO sur ses activités au titre des années 2019-2021 et au rapport financier de l'organisation au titre des années 2018-2020. Ont été également approuvés le rapport de l'ICESCO sur les contributions des États membres au titre des années 2019-2021, la vision de l'organisation et le projet d'orientation stratégique à l'horizon 2025, le projet de plan d'action bilatéral et parallèle au titre des années 2022-2023, le projet de système du programme des jeunes professionnels, le projet de charte des commissions nationales des États membres, la mise en œuvre de la nouvelle structure organisationnelle de l'ICESCO et les propositions de développement connexes. De même, il a été procédé à l'adoption des propositions d'amendement au régime du statut des pays observateurs et au statut du personnel, ainsi qu'à l'approbation d'un rapport sur l'évolution des organes extérieurs de l'ICESCO, des principes généraux et orientations d'organisation du travail et des membres du Conseil exécutif, outre la fixation de la date de la 15e session de la conférence générale de l'ICESCO en décembre 2025 au siège de l'organisation au Maroc.
Dans son allocution de clôture, Dr Salim Al-Malik, directeur général de l'ICESCO, a renouvelé ses remerciements et sa gratitude au président Abdel Fattah el-Sisi pour son généreux parrainage présidentiel de la 14e conférence générale. Le directeur général a également remercié Sa Majesté le roi Mohammed VI, souverain du Royaume du Maroc, pour le soutien continu et le haut patronage des programmes et initiatives de l'ICESCO. Il a aussi adressé tout particulièrement ses remerciements à Dr Khaled Abdelghaffar, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, président de la Commission égyptienne pour l'éducation, les sciences et la culture et président de la 14e conférence générale de l'ICESCO. Il a conclu dans son allocution en soulignant le souci et l'engagement de l'organisation à aller de l'avant dans la démarche de développement et d'amélioration afin d'assurer une action de qualité et d'atteindre les rangs de leadership international. Cette 14e conférence de l'ICESCO s'est conclue avec la signature d'accords de partenariat, de coopération entre l'ICESCO et nombre de partenaires. L'ordre du jour de la dernière journée de cette 14e conférence générale de l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, ICESCO, a compris des allocutions des chefs de délégation participant à la conférence, l'approbation des membres du conseil exécutif de l'ICESCO, l'adoption des décisions des 40e et 41e et 42e sessions du Conseil et la détermination de la date et du lieu de la tenue de la 15e session de la conférence générale de l'ICESCO. Les travaux de la conférence avaient débuté le 8 décembre 2021 par une séance d'ouverture où Dr Khaled Abdelghaffar, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, président de la Commission nationale égyptienne pour l'éducation, les sciences et la culture, a prononcé une allocution dans laquelle il a souhaité la bienvenue aux délégations participantes, souhaitant aux travaux de cette conférence plein succès et des résultats à même de promouvoir le monde islamique et renforcer son rôle dans la conduite du processus éducatif, scientifique, culturel et technologique. Il a exprimé sa grande confiance dans les résolutions pertinentes de l'ICESCO visant à renforcer son rayonnement, assurer la pérennité de ses efforts et réalisations, ainsi que sa vision de modernisation et de développement au profit des États membres, en ajoutant que la conférence est une occasion adéquate de renforcer l'affection et la fraternité qui unissent les dirigeants et les peuples du monde islamique. Dans l'allocution, le président de la Commission nationale palestinienne pour l'éducation, la culture et les sciences, également président de la 13e session de cette conférence, Dr Ali Zeden Abou Zohri, a salué le rôle central de l'organisation et son action inlassable pour répondre aux besoins de ses États membres dans les domaines de l'éducation, des sciences et de la culture. Il a également salué les programmes et projets de l'ICESCO au profit de l'État de Palestine et d'El-Quds en particulier, de même que l'inscription par l'organisation de monuments du patrimoine palestinien sur les listes de l'ICESCO du patrimoine dans le monde islamique. Le directeur général a passé en revue les initiatives qui ont pu faire la différence en soutenant les efforts des États membres dans les domaines éducatifs, scientifiques et culturels, en instaurant des réformes structurelles profondes et en les traduisant en une vision stratégique dans laquelle l'organisation a occupé une position de leader au niveau international. À la suite des allocutions, il a été procédé à la signature d'un ensemble d'accords de partenariat et de coopération entre l'ICESCO et nombre de partenaires et à la remise du prix Hamden ICESCO pour le bénévolat pour le développement des infrastructures éducatives dans le monde islamique. Les participants ont exprimé leur profonde appréciation pour la sage vision prospective du président Al-Sisi quant à la stratégie nationale de développement durable, la vision de l'Égypte 2030, afin que l'Égypte puisse occuper une position de leader et renforcer son rôle dans la réalisation de l'intégration et de la solidarité entre les pays du monde islamique.
Et dans le cadre des activités tenues en Égypte, voilà, le pays accueille aujourd'hui et jusqu'au vendredi prochain la 9e session de la conférence des États parties de la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui est le plus grand événement dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la corruption dans le monde. La conférence se tient à Sharm el-Sheikh et réunit des États membres, des députés, des organisations internationales, régionales et non gouvernementales, ainsi que la société civile et le secteur privé, pour discuter des questions liées à la lutte contre la corruption. Il s'agit de la 2e conférence au cours de laquelle se réunissent les États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption sur le continent africain. Salih Ahmed et Yara Choucha. La Convention des Nations Unies contre la corruption est la référence mondiale pour lutter contre la corruption et comment coopérer entre les pays du monde dans des domaines connexes. L'Égypte a adhéré à l'accord en décembre 2003, convaincue de l'importance de la coopération internationale pour prévenir les pratiques de corruption dans le monde. Les Nations Unies ont considéré la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption, qui a eu lieu ce lundi à la station balnéaire de Sharm el-Sheikh, comme étant un jalon mondial pour améliorer la coopération internationale contre la corruption et aider le monde à se mettre avec intégrité du coronavirus. L'ONU s'attend à la présence de plus de 1000 personnes. La conférence a eu lieu en présence du Premier ministre Mustafa Madbouli, le président de l'autorité du contrôle administratif Hassan Abdeshefi, la directrice exécutive de l'Office des Nations Unies contre les drogues et le crime Rada Wali, ainsi que les ministres de la Justice, de la Planification, de la Coopération internationale, de l'immigration, du développement local et de la solidarité. La conférence abordera la prévention de la corruption par l'éducation, le rôle des femmes dans la promotion de l'intégrité, la récupération des avoirs et des fonds volés, les efforts de lutte contre la corruption en Afrique, le réseau arabe de lutte contre la corruption et de promotion de l'intégrité et les défis et opportunités de la technologie et numérisation de l'information et la communication. Les États membres de la Convention se réunissent tous les 2 ans pour examiner sa mise en œuvre et discuter des moyens d'améliorer la coopération entre eux pour atteindre ces objectifs. La conférence, qui a débuté lundi, durera jusqu'au vendredi prochain avec la participation de 5 chefs d'État, 50 ministres et 30 présidents d'organes concernés, autres de 168 organisations internationales de la société civile qui ont un statut consultatif auprès des Nations Unies, 257 ONG ordinaires et 47 centres de recherche avec un nombre total de participants d'environ 2700. Les Nations Unies ont considéré la conférence des États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption comme étant un jalon mondial pour améliorer la coopération internationale contre la corruption et aider le monde à se remettre avec intégrité. Il s'agit de la 2e conférence au cours de laquelle se réunissent les États partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption sur le continent africain. Et en marge de cette conférence des États partis de la Convention des Nations Unies contre la corruption, notre envoyé spécial Hani Farag a eu une interview avec M. Emmanuel Olita Odongo, président des autorités anticorruption d'Afrique. Donc nous avons actuellement en marge de cette conférence des Nations Unies sur la convention de la lutte contre la corruption, monsieur ou docteur Badr El-Banna, responsable de la prévention de la justice pénale à l'Office des Nations Unies sur le drogue et la crime. Vous êtes le bienvenu sur NAL TV International. Merci beaucoup pour nous rejoindre. Merci à vous. Donc ma question, qu'est-ce que vous faites aujourd'hui dans cette 9e édition ? La Convention des Nations Unies contre la corruption a été adoptée en 2003 par l'Assemblée générale des Nations Unies et jusqu'à ce jour, nous avons 189 États partis à cette convention, donc 189 partis qui ont ratifié ou adopté cette convention. La conférence des États partis qui se passe chaque 2 années est une opportunité pour ces États partis de se réunir ensemble pour décider, pour prendre des décisions de ce qui va se passer dans les
années à venir en termes de stratégie, en termes de décision qui se rapportent à l'application de la Convention, à la prévention de la corruption sur le plan national et sur le plan international. Cette année-là était l'année anticorruption, si on peut dire cela. Nous avons eu une session spéciale de l'Assemblée générale des Nations unies qui a été dédiée à la lutte anticorruption. Nous avons aussi eu un nouveau réseau des autorités de lutte contre la corruption qui a été mis en place sous l'égide des Nations Unies, de l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime. Jusqu'à ce jour-là, nous avons 80 autorités qui viennent de 48 pays qui font partie de ce réseau-là, qui y ont la chance d'échanger des informations opérationnelles pour tout ce qui a trait à la lutte contre la corruption. Donc d'où provient, à partir de votre parole, d'où provient l'importance d'avoir cette plateforme que vous avez aujourd'hui au cours de cette édition? Donc c'est ce que je disais, l'importance de cette plateforme, c'est que les pays membres, les pays partis à la Convention des Nations Unies contre la corruption auront la chance de prendre des décisions, ils auront la chance aussi de prendre des résolutions qui vont aider ou qui vont soutenir la lutte contre la corruption et aussi qui vont prendre des pas aussi pour mettre en application la déclaration politique contre la corruption qui a été adoptée par l'Assemblée générale cette année. Comme vous savez, les conditions sont tout à fait exceptionnelles ces jours-ci, sont tout à fait différentes de cette conférence qui s'est tenue il y a 2 ans à cause de Covid-19, à cause de la crise économique et d'autres sujets concernant les dimensions socio-économiques, ce qui, bien sûr, a approfondi la corruption au niveau international. Donc, oui. Oui, absolument, ça c'est vrai. Il y en a des conditions exceptionnelles ces jours-là, spécialement avec le Covid-19. Ici, j'ouvre une parenthèse pour dire que cette conférence aussi, nous avons plus que 2130 participants à cette conférence en personne, mais aussi en ligne. Le Covid-19 crée des opportunités aussi pour la corruption. Donc, c'est très important pour cette conférence-là de prendre aussi des mesures, de décider sur les mesures de lutte contre la corruption dans des circonstances exceptionnelles. Et nous avons aussi la déclaration de Sharm el-Sheikh qui va être adoptée, qui est en étroite relation avec la lutte contre la corruption dans les circonstances exceptionnelles. Je dois vous remercier infiniment pour de telles informations. Merci à vous. Et pour discuter de ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir dans le studio M. Ahmed El-Essi Nassif. Vous êtes consultant international en économie et en gestion. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors, quelle est l'importance de cette conférence déjà? On doit mettre en perspective le contexte où on est, l'Égypte. Donc, par exemple, si on regarde tous les études qui étaient faites pour l'économie égyptienne, ça indique qu'on a au moins minimum 50% de l'économie égyptienne, c'est une économie noire. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que l'État est en train d'essayer de collecter les impôts pour faire les biens, pour faire toute l'infrastructure et tout ce que l'État doit faire, avec seulement la moitié de l'argent qu'elle doit collecter. Ouais. Donc, ça devient leur travail vraiment très très difficile d'un côté, et de l'autre côté, la pression sur la 50% devient de plus en plus lourde ou très forte. Ça, c'est un genre de corruption sur le niveau macro, si vous voulez. Okay? On a presque 50% de la population qui ne paye pas
les impôts. Ça, c'est pour commencer avec. Et là, l'administration présente a fait un super bon travail avec tout ce qui est numérique, tout ce qui est la facturation automatisée et tout ça. Donc là, on est petit à petit en train de commencer à voir pour la première fois dans des décès l'économie, la côté noire de l'économie égyptienne. Et c'est une côté très importante. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, qui va aider l'État, qui va aider les citoyens et relâcher la pression qui est sur pratiquement la 50% qui est très visible, surtout les employés du gouvernement et tout, qui sont vraiment en train de payer les impôts comme il le faut. Ça, c'est un genre de corruption que cette administration est en train de combattre très fort. De l'autre côté, on voit plusieurs estimations pour le chiffre perdu dans la région pour la corruption. Il y a un indice international qui sort du Banque mondiale qui c'est sur la transparence et la corruption dans tous les pays du monde. Et ça, c'est un des indices qui est toujours regardé par n'importe quel investisseur qui vient pour investir dans un marché ou un pays. Et généralement, quand l'investisseur voit que cet indice est trop élevé, ça baisse l'opportunité ou le choix de cet marché. Donc, il vise d'autres marchés où il peut travailler. Parce que ce n'est pas la question de la corruption comme coût, mais ça devient de plus en plus presque impossible de calculer la rentabilité de n'importe quel projet, parce que je sais bien que ça va me coûter normalement en blanc, mais la côté noire, je ne peux pas l'avoir. Okay? Et je ne veux pas nommer des pays, mais il y a des pays qui c'est très connu, malheureusement dans notre région, que si on n'a pas un appui, si on n'a pas un pion qui est dans le gouvernement d'une façon ou l'autre, votre projet ne peut jamais voir la lumière. Donc il y a toujours un facteur de 10, de 15, de 20% qui est mis de côté dans le calcul de l'efficacité ou la rentabilité d'un projet avant qu'il commence. Donc ça devient de plus en plus lourd qu'aller investir ailleurs. Et là, cette histoire de corruption, ça rentre dans tout le domaine de l'économie, ça rentre dans le futur, ça rentre dans les opportunités pour de créer des travails pour les jeunes et même pour ceux qui ont assez d'expérience. Donc c'est un élément qui est très, très basique. Et on ne parle pas ici seulement du code légal ou pénal. On parle de la vision d'un pays. Si on a beaucoup de corruption, ou n'importe quel pays qui a beaucoup de corruption, ça va être un bâton dans les roues qui empêche ce pays d'avancer dans la voie économique. Très bien. Alors, ce que vous voulez dire quand même que la solution, c'est la numérisation, la digitalisation pour pouvoir collecter toutes les informations et faire face à la corruption. Est-ce que c'est ce que l'Égypte fait actuellement? Absolument, l'Égypte s'est engagée sur un trajet qui est lent. On vient de très très loin. Donc, on a commencé, ce n'est pas encore fini, mais on a des étapes, on a ce qu'on appelle un roadmap, dont je pense, si je ne me trompe pas, jusqu'à 2025, on va normalement avoir tout ce qui est toutes les sociétés plus ou moins qui opèrent dans le pays va être avec un système numérique d'une façon ou l'autre. La minimisation d'utilisation du cash. Donc là, on a le Banque centrale égyptien a mis des limites qui ne sont pas trop élevées, 50 000, pour faire une transaction, prendre ou mettre de l'argent dans une banque, la limite est 50 000 livres égyptiens en espèces. Mais on peut faire tout ce qu'on veut avec des transferts bancaires. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? On commence d'avoir de la visibilité. Okay? Et ça, c'est quelque chose de très, très important parce que le plus de visibilité qu'on a,
c'est comme on est en train de jeter, de mettre de la lumière sur tout ce qui est en train de se passer, et c'est très normal qu'on va voir une baisse dans la corruption. Donc ça, c'est un axe, mais il y a plusieurs d'autres axes qu'on est en train d'utiliser pour réduire la corruption en Égypte. L'Égypte a commencé quand même à mettre en place l'inclusion financière. Alors, est-ce que ça va mener quand même à faire face à la corruption? Bien sûr, bien sûr. L'inclusion financière, ça va aider énormément dans ça. On a une courbe d'apprendre, si vous voulez, pour que ça devienne une deuxième nature. Okay? Comme toute chose, quand on commence quelque chose, un changement est toujours encore un peu résisté. Et ça, c'est quelque chose de très normal. Tout changement est résisté. Mais ça va prendre un peu du temps que les gens, ils deviennent de plus en plus, familiers, que ça devient pas trop compliqué. Pour nous, on est en train de voir maintenant l'utilisation des cash dans le portable. On est en train de voir que la plupart, si je ne me trompe pas, des fonctionnaires de l'État sont en train de recevoir leur salaire par des cartes électroniques. Je pense, il y a 10 ans, même moins, même 5 ans, on ne pouvait même pas imaginer quelque chose pareil. Donc là, je pense qu'on est en train d'avancer. Et le plus qu'on a de visibilité, le moins de corruption. Donc ça, c'est une équation qui a été prouvée des milliers de fois. Bien sûr. Donc c'est là qu'on est en train de faire. Durant cette conférence, il y avait une forte présence de la part de responsables africains pour, bien sûr, assister à cette conférence. Comment on peut s'entraider ou bien coopérer entre pays africains pour faire face à ce crime-là? L'Égypte, je pense qu'on est un des plus avancés dans le continent. De mon expérience, je travaille dans pas mal surtout dans l'Afrique du Nord et d'autres pays en Afrique. Je pense qu'on est bien avancé. Donc, on a de savoir-faire, on a pas mal de choses qu'on peut partager avec nos confrères dans le continent, mais c'est très important, c'est ça la vérité des choses. Les autres pays doivent avoir la volonté réelle pour faire ces contrôles. Donc on peut leur aider avec notre expérience dans pas mal de choses, mais là-bas, ils doivent avoir la volonté pour les faire. Je pense que la volonté plutôt. La volonté existe dans les pays africains, mais ce sont les moyens. Les moyens, c'est pas maintenant. Peut-être il y avait quelques années que ça consommait beaucoup plus c'était beaucoup plus cher ce qu'on a aujourd'hui. Mais maintenant la technologie n'est pas aussi chère, surtout dans ce domaine. Il y a d'autres technologies qui sont un peu avancées comme le blockchain et tout ça, mais on n'est pas là encore. Les technologies qui sont utilisées en Égypte sont des technologies qui sont très raisonnables, quand on fait le compte rendu ou le revenu sur l'investissement, ce qu'on économise, ce sont des multiples de ce qu'on dépense. Donc ça reste une très bonne affaire. Si dans les pays africains, ils ont la volonté, je pense que notre expérience peut être très relative ou très bénéficiaire pour eux, parce que tout simplement, on n'est pas en train de parler des systèmes robustes comme on a peut-être en Europe ou en Amérique du Nord. Donc ça, c'est quelque chose qui a été développé assez récemment. Et là, il peut profiter de ce qu'on a et notre expérience égyptienne dans ça. Ah, très bien. Là, on peut profiter ou bien donner notre expérience aux pays africains, mais comment tirer profit de l'expérience des pays avancés comme l'Europe, comme les États-Unis, etc. C'est toujours l'échange. C'est l'échange. On est un peu chanceux, je pense, en Égypte, parce qu'on a pas mal d'investisseurs, surtout dans le domaine financier et banquier, qui sont sur terre, là. Ils sont en Égypte. Donc, ça prend seulement de utiliser ou copier, même si vous voulez,
les mêmes systèmes de contrôle, les mêmes systèmes digitaux qu'ils sont en train d'utiliser et l'appliquer peut-être dans les banques nationaux et les autres institutions financières en Égypte. Donc, avoir pas mal des investisseurs, je pense que c'est une valeur ajoutée. Ils ont passé par cette cycle il y a quelques années, peut-être 10-20 ans, ils sont en avance. Donc là, on peut profiter de l'expérience qu'ils ont eue dans pas mal de pays et on peut plus ou moins l'adjuster pour notre milieu égyptien et l'utiliser. Très bien. C'est une conférence organisée ou bien parrainée par les Nations Unies. Quel est le rôle que peuvent jouer les Nations Unies pour aider les pays africains en général? Je pense que les Nations Unies peuvent jouer un rôle, premièrement un rôle informatique pour dire à tout le monde que sonner un peu l'alarme si vous voulez. On a quelque chose qu'on doit se concentrer sur. Ça c'est la première chose. La deuxième c'est de organiser et coordonner les efforts des pays différents dans ce domaine. Et là, on peut toujours, comme j'avais dit il y a quelques minutes, qu'ils ont un indice qui est publié chaque année de transparence et corruption. Oui. Et là, on peut les utiliser comme référence pour quel pays était sur quel numéro et on voit si on a eu assez d'efforts qui ont été mis en place par le gouvernement ou les responsables dans ce pays pour le prendre et partir de voir s'ils ont avancé ou s'ils ont reculé dans cet indice. Donc il y a un rôle qui est assez important que les Nations Unies peuvent jouer. Comment vous voyez les perspectives ou bien les chances de notre continent pour avoir à un niveau acceptable de anti-corruption pour avancer nos pays, quoi? Je pense que ce qui veut peut. C'est pas aussi compliqué que ça. On a pas mal des gens qui sont bien formés, qui sont éduqués. Une deuxième fois, ce ne sont pas des coûts énormes comme ils étaient il y a 20 ou 30 ans. Donc là, c'est une question de volonté, c'est de les mettre sur la liste des priorités des choses et je pense qu'on peut rattraper avec les autres pays dans quelques années. Quel est le rôle ou bien quel est l'objectif réel de la tenue de cette conférence? Ben clairement, c'est réduire la corruption, mais pourquoi? Oui, voilà. Pourquoi on veut réduire la corruption? Il y a une perte énorme dans ces économies. Comme on a donné l'exemple de l'Égypte, par exemple, quand on a 50%, et on est très loin des pires dans le continent. Hein. Il y a des chiffres qui sont beaucoup plus alarmants que les 50% qu'on a. Donc là, imaginez-vous qu'un État est vraiment en train d'essayer de faire, ou un gouvernement essaye de faire ce qu'elle doit faire avec la moitié des ressources. C'est quelque chose qui, comment dire, très difficile. ralente le développement du pays énormément. Ça, c'est d'un côté. De l'autre côté, ça crée un genre de déséquilibre dans les niveaux sociaux dans le pays, parce qu'on a des gens qui payent zéro, on a des gens qui payent... Bon, 50% de la population ne paye pas. Donc ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher comme ça. La Nouvelle République, cette appellation, c'est sur l'Égypte, le jour où on va commencer ou bien débuter le travail dans la nouvelle capitale administrative. Est-ce que c'est prévu dans cette nouvelle capitale administrative un système plus avancé pour contrôler ce phénomène? Je pense que, pour commencer, avec tous les systèmes dans la nouvelle capitale, c'est ce qu'on appelle le state of the art. Ça veut dire que ce sont les derniers modèles, les derniers systèmes les plus récents, pratiquement dans tous les domaines, un peu plus dans le avancés monde. dans le monde. Oui. Mais on doit noter que ça, c'est un phénomène global dans le pays.
c'est pas la location physique ne va pas changer autant de choses. Parce que la plupart des citoyens ne vivent pas là-bas, ou pas encore là-bas. Donc on doit avoir un système qui applique bien sûr là, mais sur le reste du pays, ça doit être aussi très très important d'avoir un système applicable partout un peu. Très bien. Est-ce que vous êtes optimiste en tant qu'économiste? Absolument. Écoutez, ce qu'on a vu dans les 5 ans passés en Égypte, sur pas mal de domaines, si on n'est pas optimiste, il y a quelque chose qui va passer. Le processus de développement c'est un peu partout, dans tous les domaines, sur tous les axes à la fois. Je pense qu'un travail phénoménal par l'administration. Absolument, voilà. Et ça aussi, parce qu'on était sur le... presque on a oublié, donc maintenant on est en train de célébrer et tout le monde est en train de voir notre histoire qui vient en vie, la grandeur de la civilisation égyptienne, la force douce, comme on l'appelle. Donc là, on est très loin de ce qu'on était en 2015. Et si on a pu faire tout ça dans 5 ans, donc dans les 5 ou 10 ou 15 ans qui viennent, je pense, si on garde la même cadence, je pense qu'on va aller et avancer avec une façon très accélérée on doit tous rester très optimistes. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Ahmed El Essiedan, vous êtes consultant international en économie et en gestion. Je vous remercie pour toutes ces explications. Merci à vous. Je vous remercie. On se donne un rendez-vous demain à la même heure avec une nouvelle édition de Direct. Au revoir.